Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo un peu spéciale, une vidéo où on va revenir sur la décennie qui vient de s'écouler chez WWE, la décennie 2000 des années 2010. Je vais faire une vidéo sur les meilleurs matchs de la décennie. Alors je voulais partir pour un top 10, à la base ce sera un top 20. Alors je vais parler du top 10 uniquement dans la vidéo et dans la description de la vidéo, vous retrouverez le top 20 en intégralité. Pourquoi un top 20 plutôt qu'un top 10? Parce que je me dis que la chaîne et la vidéo vont durer éternellement. Je vais pas, une fois que j'arrêterai YouTube, je vais pas les supprimer, donc ça restera sur le net. Et je me dis que pour plus tard, je sais pas, dans 10, 15, 20 ans, les nouveaux fans qui voudront se mettre à du old school, parce que ce sera du old school les années 2010 dans 10, 20 ans, ils pourront tomber peut-être un jour sur cette vidéo et puis plutôt que d'avoir un top 10, ils auront un top 20, ils verront un plus large choix de matchs. Donc voilà. Je vais parler des matchs que vous ne verrez pas dans ce top. Alors vous avez peut-être déjà remarqué si vous êtes allé dans la description de la vidéo pour voir le classement. Il n'y aura pas de Shawn Michaels Undertaker de WrestleMania 26. Parce que, alors j'ai vu beaucoup de matchs pour faire ce top. J'ai vu à peu près 160 matchs, je crois. J'en ai vu beaucoup, hein. Ça m'a fatigué. C'est pour ça que cette vidéo tarde un peu, hein. J'ai mis 3 mois à tout regarder. Je voulais vraiment voir tous les matchs possibles, tous les matchs candidats. Un top 10 qui se transforme finalement en top 20. Même en weekly, j'ai regardé des matchs à Raw, j'ai regardé des matchs à SmackDown. Il est pas dans le classement, mais vous pouvez aller voir Randy Orton, Cody Rhodes de fin 2010. En match de qualification, super. Voilà. Un match que j'avais totalement oublié, je savais même pas que ça existait. Bref. Donc voilà, je disais, j'ai regardé beaucoup de matchs et j'ai commencé forcément par début 2010 et je suis arrivé à Shawn Michaels Undertaker de WrestleMania 26 que j'ai vu énormément de fois déjà. Moins que celui de l'année d'avant que je préfère. Mais il y a une chose qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu. J'ai l'impression de voir le même match que l'an dernier. C'est la première fois que je pense à ça. Du coup, je suis re-allé voir le match de 2009. Ensuite, j'ai re-regardé une deuxième fois celui de 2010. Et effectivement, c'est le même match que l'année d'avant. Parce qu'en fait, l'année d'avant, il y a eu plein de petits moments dans le match. En fait, ils ont repris tous les moments qui ont bien marché du match de WrestleMania 25. Et ils ont remis dans le match de WrestleMania 26, sauf qu'ils ont interchangé un peu l'emplacement des spots. Et en fait, je trouve que ça donne un rendu un peu moins bien. Et chose un peu personnelle malheureusement. Alors j'adore Shawn Michaels, c'est mon catcheur préféré, donc je peux pas être taxé de je sais pas quoi. Mais à chaque fois, maintenant quand je revois le match de WrestleMania 26, il y a ce côté où je me dis, en fait c'est un plagiat de WrestleMania 25 mais en moins bien quoi. Maintenant à chaque fois que je le vois, je me dis putain mais c'est vachement moins bien quoi. Donc voilà, donc je le mets pas dans le classement. C'est un match à 4 1 quart que je mets. Parce que je suis tellement déçu du match que je le dévalue pas mal. Mais il y a quand même la fin qui est formidable, la retraite de Michaels, l'aftermatch, etc. Donc forcément, je peux pas non plus mettre, je peux pas mettre deux au match, hein, faut pas déconner. Donc vous ne verrez pas ce match-là, vous ne verrez pas aussi le Triple H Undertaker de WrestleMania 28. Ensuite, de WrestleMania 27, il est bon, il est correct. Et celui de WrestleMania 28, c'est une bouse absolue. Tout est nul dans ce match, sauf les 10 premières minutes qui sont bonnes. Je parle du match en Hell in a Cell qui est infâme. Je l'ai revu, il est dégueulasse ce match. Rien n'est cohérent dans ce match. L'acting de Michael est mauvais. Il surjoue toutes ses réactions. Ça aurait pu passer dans un excellent match, tu vois. Et c'est peut-être que là, parce que je déteste ce match, donc ça fait que par association, je déteste l'acting de Michaels. Je ne sais pas. Mais voilà. Parce qu'en gros, il y a plein de moments où le selling est cassé, on sait pas trop pourquoi. Il y a plein d'incohérences dans ce match. Et moi, ça me sort du match en permanence. Franchement, c'est une grosse bouse. Je vous invite à le revoir. Et, si vous adorez ce match, je vous invite à le revoir. Et éventuellement à venir me dire qu'est-ce que vous aimez dans ce match. Que moi, je trouve que ce match est infâme. Euh, je prends un exemple tout bête. Euh,
Triple H, enfin l'Undertaker a porté un big move sur Triple H, un chokeslam je crois. Il obtient un compte de 2. Voilà. Les deux se relèvent. Il y a une phase de brawl un peu, quelques secondes. Enfin non, il y a une brawl entre les deux. Triple H a légèrement l'avantage sur Undertaker, il le fait reculer. Undertaker contre, chokeslam, boom. Kick out de Triple H. Ça se relève, ça se rebagarre. Donc tu te dis qu'au niveau du selling et des dégâts portés, on est à peu près à égalité. Triple H va porter un pedigree sur l'Undertaker. Kick out de l'Undertaker. Jusque là, rien d'anormal. Et derrière, après le kick out, c'est l'Undertaker qui va se relever avant Triple H. Donc, on sait pas pourquoi. Et ça, c'est juste un truc, mais je pense que c'est le moment qui m'a le plus interloqué. Il y a plein de moments comme ça. Où on arrête le selling et on contre et on fait nimp. Je comprends pas pourquoi il a une aussi grosse cote ce match. Et vous ne verrez pas non plus les matchs entre Johnny Gargano et Adam Cole, qui sont très surévalués pour moi. Alors c'est des matchs dans l'air du temps, avec des grosses performances athlétiques. C'est souvent ce qui est mis en avant quand on parle de ces matchs-là. On dit d'abord quelle performance athlétique. Ouais, une perf athlétique, j'en ai rien à foutre. Si c'est pour voir des matchs pas très bien construits. Le meilleur match pour moi c'est le deuxième, celui où Adam Cole prend le titre, 3-3 quarts je mets. Sinon après le reste en fait, c'est trop de... on fait trop de big moves et à la fin le big move n'est plus un big move. Les German Suplex, les Canadian Destroyer, Panama Sunrise quand c'est Adam Cole qui les porte. Et voilà, en fait, il y a pas de selling, il n'y a pas de montée dans le selling. Limite, une German ou un Canadian Destroyer, c'est aussi fort qu'une simple souplex ou qu'une close line. Il n'y a pas d'escalade dans le selling, dans l'acting des dégâts. Il y a pas de montée en puissance en fait. Il y a du montée en puissance parce que on sait que ces moves là sont des gros moves, mais en fait ils sont pas interprétés comme des gros moves. Ils sont pas vendus comme des gros moves, donc en fait il n'y a pas de gros moves quoi. Et tous ces échanges, Adam Cole met un super kick à Johnny Gargano, qui tombe pas, qui met un super kick à Adam Cole, qui ne tombe pas, les deux se mettent un super kick en même temps, ils tombent. Pour moi ça j'aime pas ça, c'est de l'overkill qui sert à rien. Moi ça n'a pas d'effet sur moi donc ça m'intéresse pas. J'ai peut-être perdu beaucoup de gens qui regardent plus la vidéo, mais bon. Voilà. Je vous invite quand même à regarder le reste. Donc maintenant, je vais passer au top 10. Le top 10 de cette décennie. Alors, je vais commencer par le match entre Brock Lesnar et John Cena à Extreme Rules 2012. Alors, c'est le match de retour de Brock Lesnar. Et ils nous ont mis une hype de porc sur ce match. Quasiment tout le show reposait uniquement sur ce match-là. Et déjà, alors ils ont répondu aux attentes. C'était un très bon match. Je note à 4 1 quart. Alors déjà, c'est un match un peu avec un côté shoot. Et on attendait un truc particulier de Brock Lesnar, de par son retour. Le mec était allé à l'UFC, etc. Donc on s'attendait vraiment à quelque chose de très différent. Et c'est un match qui part sur le shoot wrestling. C'est un peu particulier comme match. Et voir John Cena dans ce contexte, c'est très particulier. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Enfin, il n'a pas eu grand chose à faire, hein, c'est surtout Brock Lesnar, mais ça a très bien rendu. Et c'est un match un peu classique, hein, Lesnar qui va défoncer Cena. Encore, il va y avoir des tentatives de Cena. Jusqu'au comeback décisif qui va lui permettre de gagner le match. C'est vraiment un match très, très particulier. On ne reverra pas ce genre de match. Malheureusement, moi j'ai beaucoup aimé. Même si j'ai surkiffé ce match, je me bloque à 4 1 quart parce que je ne vais pas mettre plus. Parce qu'il y a des. Je me suis dit, ça aurait pu être mieux s'ils avaient rajouté quelques petits détails.
Notamment, il n'y a pas eu assez de tentatives de tomber. Je crois que Brock Lesnar n'a pas fait une tentative de tomber sur John Cena. John Cena n'a fait qu'un seul tombé sur Brock Lesnar qui a fait kick out. Et il y a eu une grosse réaction du public à ce moment-là. Donc y retourner une fois ou deux, ça aurait pu faire monter le match encore. Et le STF aussi de John Cena sur Lesnar, ça aurait pu être bien. Alors il l'a pas porté, mais ça aurait pu être bien justement qu'il le porte. Pour voir comment Brock Lesnar aurait réagi de se faire enfermer dans une soumission. Voilà, juste pour ces quelques détails, je mets pas plus. 4,25, c'est une excellente note. Et ensuite, on va passer au match à 4,5 et plus. Donc, on a un top 9 chez WWE sur la décennie qui a 4,5 et plus. Donc, ça fait, pour moi, c'est une très bonne décennie. Hein. Pour vous, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être choqués qu'il n'y ait que 9 combats à 9,5 et plus. À 4,5 et plus, pardon. Mais moi je note de manière un peu plus sévère que la moyenne, enfin que le reste des gens je trouve. Et je trouve que c'est bizarre, petite parenthèse, qu'il y ait beaucoup de matchs que les gens mettent à 5 étoiles, voire plus. C'est quand même le 5 étoiles, pour moi ça doit être réservé à une élite de matchs. Et c'est pas pour être élitiste hein, que je dis ça, mais pour moi 5 stars, tu peux pas faire plus. Donc c'est parmi les meilleurs matchs de tous les temps. Et quand je vois certains matchs qui ont 4-3 quarts, 4,5, je me dis putain, ces matchs-là, c'est presque. Ils sont presque aussi bien que les meilleurs matchs de toute l'histoire. Alors que des fois, je vois des matchs qui sont. Mais... Alors, pas infâme, faut pas déconner, mais ça vaut 3,5, 3 quarts, quoi. Pas 4,5. Voilà, petite parenthèse, voilà pourquoi aussi je note plus sévère que la moyenne, parce que le 5, ça se mérite. Hein, on parle beaucoup de mérite dans le catch, hein, mais le 5, vraiment, quelque chose qui doit être. Mais comment dire, ça doit pas être débattable. Un 5 star, ça doit être, mais ça doit être clair. Donc voilà, les 4,5. Je commence avec. Alors, il n'y a pas forcément de classement hein, parmi les matchs à 4,5. Je commence par Pete Dunne qui défend son championnat UK contre Walter à NXT TakeOver New York. Donc le week-end de WrestleMania 35. Vraiment cette affiche là qui m'a donné le plus de hype. C'est ce match là que j'avais le plus envie de voir. Et c'est le meilleur match du show. Donc moi personnellement j'ai pas été déçu. J'ai toujours beaucoup aimé le côté David contre Goliath. C'est un truc très récurrent dans le catch. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi personnellement. Le seul petit bémol peut-être. Voire les deux. C'est que c'est peut-être un peu trop redondant pour certains. Le côté chop de Walter contre le travail sur les doigts de Pete Dunne. J'entends. Bien que moi ça m'ait pas dérangé personnellement. Et le deuxième tout petit bémol, c'est le stress apparent de Walter pendant son entrée et l'avant-match. Ça s'est moins vu pendant le match, même s'il y a certains moments où il y avait un petit peu panique à bord. Parce que Walter, avant ça, il a toujours été dans des plus petites salles avec des foules beaucoup plus petites. Et même si Walter, c'est pas le grand Kali en termes de taille, ou il n'est pas si énorme que ça en fait, Walter. Euh, pour quelqu'un qu'on voit comme un super heavyweight, hein, un énorme big man. Mais le fait qu'il soit dans des salles plus petites, devant des foules un peu plus confinées, ça lui donne une grandeur supplémentaire qu'il n'a pas, entre guillemets. Hein. Parce que quand tu regardes, quand il fait ses face à face contre Pete Dunne est presque aussi grand que lui. Quand il est pas, hein, il fait pas une tête ou une tête et demie de plus de plus que Pete Dunne. Mais là, ça a moins bien rendu que ça aurait dû, malheureusement. Donc j'espère revoir quand même Walter un peu plus souvent aux États-Unis pour le voir dans des gros matchs et que le stress passe un peu. Mais voilà, un match superbe. Les deux ressortent hyper over. Voilà, donc pas besoin de faire des bookings 50-50. Hein. Donc voilà, c'est un super match. Numéro 8. On va avancer quand même. Numéro 8, c'est le 5, c'est le 55. Je vais pas parler anglais. Des Survivor Series 2016 entre la Team Raw et la Team SmackDown. Un match que j'ai déjà
reviewé sur la chaîne du Fatal 4-Way, que je vous invite à aller voir. C'est des mecs bien cool. Mais voilà, un super match. Premier quart d'heure un peu faible. Donc sans ce premier quart d'heure, j'aurais pu aller plus haut dans les notes. Donc un premier quart d'heure un peu faible où il se passe pas grand chose. Mais ensuite ça commence à partir en couille, ça part dans tous les sens. Il y a des feuds à l'intérieur des équipes, il y a des feuds entre les équipes. Il y a Dean Ambrose qui va se faire éliminer à cause d'AJ Styles, son partenaire, mais avec qui il est en feud à SmackDown. Il va revenir plus tard dans le show pour s'associer à Roman Reigns et Seth Rollins pour faire un moment Shield contre AJ Styles pour faire éliminer Styles. Donc voilà, c'est super match. La fin, 2 contre 2. Reigns Rollins contre Orton Wyatt. Les deux teams dans les teams, hein, si vous arrivez à suivre. Et superbe fin. Donc voilà, un super match. Numéro 7 ensuite du classement, on a le Miz qui défend le championnat intercontinental contre Kevin Owens, Sami Zayn et Cesaro dans un Fatal 4-Way. Dans un 4-Way. À Extreme Rules 2016. Le même show que Reigns Styles en main event. Je trouve ce match meilleur. Alors c'est un long match, hein, il dure à peu près 20 minutes. C'est un match qui était hyper bien construit. Parce que tout le monde ajoute sa valeur ajoutée à ce match. Le Miz, qui a beau être le champion, c'est quand même le lutteur lâche qui va essayer d'être opportuniste. Kevin Owens, qui est très arrogant, qui dit qu'il est meilleur que les autres pendant le match. Il va faire beaucoup de taunts comme ça, dire que c'est son titre, qui vient le prendre, enfin le récupérer parce qu'il était champion avant. Sami Zayn, le babyface, qui va s'accrocher, qui est en feud avec Kevin Owens depuis toujours, qui va y aller de manière valeureuse. Cesaro qui est booké comme l'homme le plus fort du match, et qui l'est légitimement, de par son physique, et de par ses qualités également. Le work rate est super dans ce match, très présent, 3 super lutteurs et un Miz qui commence vraiment à faire des bons matchs. Enfin, 2016 c'est vraiment l'année où il commence à être un mec qui, s'il a le bon adversaire en face, le ou les en l'occurrence, il fera jamais tâche. Il va être le bon point d'appui pour faire un bon match. Et c'était superbe. La feud entre Zayn et Owens sublime en plus le match. Parce que le match commence, les 4 lutteurs sont dans les 4 coins du ring. Zayn et Owens sont à l'opposé, dans une diagonale. Et dès que la cloche va sonner, Zayn va courir et porter c'est Elouva Kick, je crois, son finish, pour mettre KO Kevin Owens direct. Un peu le même départ que Survivor Series 2009 avec Shawn Michaels, Triple H et John Cena dans un 3-way, où Shawn Michaels met un switch de musique direct à Triple H. Vraiment direct, ça met les bases, on est là, serious business, on n'est pas là pour déconner, on est là pour gagner. Zayn fait la même chose. La foule était déjà réceptive aux entrées et à l'annonce d'avant-match. Et là, la foule est direct dedans. La foule sait que qu'elle va assister à un grand match, pardon. Et tout va très bien être raconté dans le match, notamment la fin, qui est superbe. Zayn, aveuglé par sa haine envers Owens, va se retrouver à l'extérieur pour s'en prendre à Owens, et le Miz va arriver en opportuniste pour faire le tomber sur Cesaro, conserver le titre et repartir avec. Et c'était vraiment super. Voilà, j'ai adoré ce match. Encore un match avec Brock Lesnar. Brock Lesnar contre John Cena contre Seth Rollins au Royal Rumble 2015, qui est un match souvent plébiscité parmi les meilleurs du Royal Rumble, de l'histoire du Royal Rumble. Je suis bien d'accord, un bon gros 4,5. On est début 2015 et John Cena était champion à SummerSlam 2014, il va perdre le titre contre Brock Lesnar, il va pas réussir à le récupérer après. Il va continuer à courir derrière Lesnar, il va avoir une opportunité, enfin il va gagner son opportunité pour affronter Lesnar au Rumble 2015. En même temps, Cena est en feud avec Rollins, ils se sont affrontés le mois d'avant pour la mallette de Seth Rollins. Seth Rollins a conservé, pas clean évidemment. Mais voilà pourquoi on a ce match à 3. C'est un match très bien rythmé. On a toujours eu quelque chose à suivre d'intéressant. Et c'était vraiment cool. Au début, on a Cena qui essaie de rivaliser avec Brock Lesnar. Il va vouloir affronter la bête parce que c'est Cena,
un lutteur courageux, il va vouloir y aller contre Brock en 1 contre 1. Rollins, lui, va fuir, va pas vouloir affronter Lesnar en 1 contre 1, donc Cena va se faire dominer par Lesnar. Rollins va essayer d'attaquer Lesnar par derrière pour essayer de prendre l'avantage. Ça va fonctionner ponctuellement, mais ensuite Lesnar va assez facilement reprendre l'avantage. Cena et Rollins, malgré que ce soit un face, un heel et qu'ils se détestent, ils vont quand même faire équipe pour s'en prendre à Lesnar. Donc c'est vraiment un cheminement cohérent et on a une sensation d'urgence qu'on retrouve souvent dans les matchs de Brock Lesnar où quand Brock Lesnar est là, on se dit, quand Brock Lesnar est là, souvent il domine. Quand il domine, on se dit qu'il peut finir le match à n'importe quel moment. Quand il est dominé, on se dit qu'il peut reprendre l'avantage à n'importe quel moment. Donc les lutteurs en face ne perdent pas trop de temps, essaient d'enchaîner assez rapidement. Donc ça donne du rythme quand il dort à l'extérieur. On a cette sensation de il peut revenir à n'importe quel moment. Donc les deux autres, ils se dépêchent un peu d'essayer de finir le match. Donc ça donne du rythme dans le ring, pendant que Lesnar n'est pas là. Donc il y a toujours du rythme dans ce match. Ça redescend un petit peu et ça remonte. Et à chaque fois que ça redescend un petit peu, c'est pour préparer le retour de Lesnar, pour redonner un nouveau souffle au match. C'est vraiment super. Et vraiment tout le monde ressort très fort du match. Lesnar ressort comme monsieur monstre, monsieur inébranlable. John Cena comme monsieur grand match chez WWE. Et Seth Rollins, c'est vraiment son premier gros match. Il a eu des matchs intéressants avant contre Dean Ambrose, qui ont frôlé le 4 par moment, mais là c'est vraiment le premier gros match de Seth Rollins de ce calibre. Et c'était vraiment bien. Petit bémol juste, l'application de J&J Security, qui pourra toujours... ça sert le match en termes de storytelling, mais j'aurais pu m'en passer franchement. C'était pas toujours super bien. Et un truc que j'ai remarqué en revoyant ce match, c'est qu'à la fin, je me rappelais pas, mais il y a Seth Rollins. On laisse un moment à Seth Rollins dans le ring après match, où il a une ovation. Et généralement, quand on fait ça, c'est pour préparer un face turn. Et plus tard dans le show, il y a Roman Reigns qui va gagner le Rumble. Rumble 2015 où il va se faire huer. Et le mois d'après, ils vont faire un Roman Reigns, Daniel Bryan. Et ensuite, pendant le Lesnar Reigns, il y a des attitudes de Reigns assez heel, mais vraiment, et des attitudes qu'on va retrouver plus tard contre AJ Styles pour Roman Reigns en 2016 par contre. On le reverra pas en 2015. Mais des attitudes un peu heel en mode mal alpha, mais pas le mal alpha un peu cool ou détendu, tu vois, le mal alpha ou qui méprise un peu ses adversaires, tu vois. Il y a un peu de mépris dans son regard, dans ses attitudes. Donc désolé, petite coupure. Voilà, ils étaient peut-être en train de tâter le terrain pour un face turn de Seth Rollins et pour amener un heel turn de Roman Reigns un peu plus tard. Donc voilà, si Brock Lesnar n'avait pas re-signé, parce que je pense que tout a changé quand Brock Lesnar a re-signé, parce que Lesnar était censé partir a priori après WrestleMania 31. Bon, après il a re-signé plusieurs fois. Mais voilà, ça aurait pu être intéressant et à rebours, pardon. Je pense que ça aurait été quelque chose de cool de voir ça. Et enfin, dernier match à 4,5. Un match qui échoue à la 5ème place. J'allais dire au pied du podium, mais non, 5ème place. Brock Lesnar, encore une fois, qui affronte Triple H à Extreme Rules 2013 dans un Steel Cage match. Et là, j'ai pas peur de le dire, c'est pour moi le meilleur match en cage de l'histoire de WWE. On parle souvent de Bret Owen de SummerSlam 94. C'est un bon match en cage, mais pour moi, il y a trop de grimpettes inutiles. C'est souvent ce que je reproche au match de l'échelle, notamment de la grimpette inutile. Là, en cage, il y en a un qui monte, il se fait descendre, c'est l'autre qui monte, il se fait descendre, puis l'autre monte, l'autre descend, etc., etc. Pareil pour le... Il y a un truc pour la porte aussi. Brett est sur le point de sortir, Owen le ramène au centre, Owen saute pour essayer de sortir, Brett l'attrape, le ramène au centre, c'est Brett qui saute pour essayer de sortir, puis Owen le ramène, etc. Et pour moi, ça dure trop longtemps. La grimpette inutile, les tentatives pour sortir de la cage en rampant. J'ai trop l'impression qu'ils essaient de meubler. Et au bout d'une ou deux fois, en fait, t'as compris l'idée derrière. Et ils en rajoutent pour montrer que c'est bien accroché, etc. Mais en fait, tout le déroulement du match montre que c'est déjà quelque chose d'accroché. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Et dans ce match-là, c'est beaucoup plus sobre.
Brock Lesnar fait son entrée en premier. Il y a Triple H qui vient l'attaquer. Triple H fait même pas son entrée, il arrive dans le dos de Lesnar, il l'attaque avant que ce dernier rentre dans la cage. Et ensuite, tout est superbe. Il y a euh, Brock Lesnar qui reprend l'avantage au bout de quelques minutes. Et tout ce qui va se passer dans ce match, c'est superbe parce que Brock Lesnar fait sa meilleure performance pour moi alors j'ai pas toutes ses perfs de 2002 à 2004, mais depuis son retour en 2012 pardon, c'est sa meilleure perf sur toute la décennie. Quand il va avoir l'avantage, il va avoir l'avantage là, quand il va reprendre l'avantage, forcément, il va rendre ça intéressant de par ce qu'il fait, de par ce qu'il dégage également. Il va dominer Triple H assez facilement, il va l'envoyer dans les parois, de la cage. Et à un moment, trop sûr de lui, il va vouloir faire une charge sur Triple H qui est entre les cordes et la cage. Et il va y aller comme un bourrin, Lesnar, le genou en avant. Triple H va esquiver et Lesnar va frapper la cage. Et il va se blesser au genou. Et là, Triple H va commencer une phase de domination qui va être hyper intéressante. Et c'est Brock Lesnar qui va rendre ça intéressant encore une fois. Dans ce match-là, Brock Lesnar a tout fait. Quand c'est lui qui était à l'offensive, c'est lui qui a rendu ces phases-là intéressantes. Et quand il se faisait dominer, c'est lui qui a rendu ça intéressant de par son acting et de par son selling. Et voilà, Brock Lesnar a porté Triple H dans ce match, c'était superbe, c'était incroyable. Et on a quoi dans ce match aussi? Oui, il y a la sensation d'urgence de Brock Lesnar qui souffre à la jambe, et il m'a fait un peu penser à Stan Hansen dans son selling. Parce que Stan Hansen, on parle souvent de lui comme le meilleur brawler, donc à l'offensive, mais aussi quand il est en train de subir les attaques. Parce que il fait pas le mec paralysé quand il est blessé. Il laisse pas l'autre l'attaquer permanent. Il essaie toujours de se défendre, de repousser l'autre avec son bras, ou quand il est de l'adversaire, mettre un petit coup de pied de pute pour essayer de le repousser. Et là, Brock Lesnar, il fait un peu pareil. Il est sonné, il est blessé, mais il est pas sonné justement. Et par exemple, quand il va être acculé dans un coin de la cage, et que Triple H va vouloir s'en prendre à sa jambe, il va essayer de le repousser quand il va être au sol, et que Triple H va vouloir appuyer sur les cordes pour sauter sur la jambe de Lesnar. Il va tenir la jambe de Triple H pour l'empêcher de sauter. C'est plein de petits moments comme ça. Je me souviens aussi d'une fois où Triple H a l'avantage sur Lesnar. Il s'avance un peu en baissant sa garde en direction de Lesnar. Et Lesnar, même s'il a mal à la jambe, il va prendre appui sur l'autre. Il va se jeter. Et il va pas faire une course, hein, il va se jeter. Il va lui mettre une close line. Parce qu'il a mal à la jambe, mais il peut quand même attaquer. C'est plein de petits trucs comme ça qui rendent ce match toujours intéressant à suivre. Il y a toujours quelque chose de super. Et un truc qu'on voit très peu, c'est que Brock Lesnar il crie quand il a mal. Ça c'est chouette. Le mec il crie, il a mal, il crie. Voilà. C'est con, hein, mais c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent. Et il y a je parlais de la meilleure perf de Lesnar, et c'est peut-être aussi la meilleure perf de Heyman en binôme avec Lesnar. Parce que Lesnar, quand il se blesse au genou, sur tout le reste du match, il est en panique, ou il crie et il demande à Heyman plusieurs fois. Il dit Paul, j'ai mal au genou, Paul, qu'est-ce que je dois faire? Paul, aide-moi. T'as cette sensation de panique, de souffrance de Lesnar qui est, qui est superbe en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Lesnar ou n'importe qui d'autre dans une telle situation. Et, donc voilà, j'adore ce match. Voilà pourquoi je trouve que c'est le meilleur match en cage de l'histoire. Notamment parce qu'ils en font pas trop au niveau de la grimpette, parce qu'il n'y en a pas. Même Brock Lesnar, quand il essaie de monter à la cage, il monte juste avec ses bras. Il ne se sert pas de ses jambes. C'est vraiment un match hyper dense. Du début à la fin, il y a toujours quelque chose à suivre d'intéressant. Donc voilà, encore une belle perf de Lesnar. Il y a beaucoup de matchs de Lesnar dans ce top 10, top 20. Et ce sera le dernier. Voilà. Il s'arrête à la 5ème place, Brock Lesnar. Match numéro 4, qui échoue au pied du podium. Là, on passe à un cap. Et c'est le seul match que je note à 4-3 quarts sur la décennie. C'est John Cena qui défend le championnat WWE contre Daniel Bryan dans le main event de SummerSlam 2013. Alors c'est un match superbe.
un match excellent, exceptionnel. Je mets pas 5 stars. Uniquement parce qu'il manque un petit truc, je trouve, pour taper le 5 star. Peut-être une storyline ou un momentum pour Daniel Bryan. Un gros momentum pour Daniel Bryan. Parce que Daniel Bryan a du momentum parce qu'il est populaire, mais pas forcément par ses accomplissements. Parce qu'il a pas. Alors, il a gagné des matchs sur les dernières semaines, derniers mois, mais c'est John Cena qui lui a offert le title shot. Parce que c'est John Cena qui a choisi son adversaire parmi tout le roster pour SummerSlam. Et c'est vraiment un match qui s'est bien construit. Je pense que c'est la meilleure perf de John Cena sur le plan technique. Parce qu'il a largement rivalisé et j'appuie sur ce point, largement rivalisé avec Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est un technicien hors pair, hein, ça tout le monde le sait. Et John Cena a rivalisé avec Daniel Bryan. C'est dire à quel point John Cena est un excellent lutteur. C'est toujours un bon rythme avec des moments ressortent davantage, je trouve. Un gros moment, il contraste avec le rythme du match, un peu plus faible, mais toujours intéressant. Aussi, il faut bien se mettre en tête que dans ce match-là, Daniel Bryan était hyper outsider. Et petit à petit, de par ses contres, il va réussir à générer l'idée qu'il peut y arriver. Et Cena va reprendre l'avantage. Bryan va quand même réussir à revenir. Il va réussir à le contrer. Il va avoir une phase de domination où tu te dis, il va peut-être y arriver. Et jusqu'au moment où finalement il y arrive. Il tournait pas mal autour du finish aussi à la fin. On se demandait quand est-ce que ça allait arriver. Et je pense que c'est arrivé au bon moment. La décision du finish. Et aussi pour ce match, il y a la création d'une star. Parce que Daniel Bryan était aussi populaire que John Cena et CM Punk, voire plus. Mais il n'avait pas cette légitimité d'être main eventer en puissance. Il a déjà été main eventer autour du titre World Heavyweight. Mais il n'a jamais eu cette grosse victoire contre un main eventer type Punk ou type Cena. Là, il l'a eu. Et c'est vraiment un moment charnière dans la carrière de Bryan chez WWE. On parle souvent de WrestleMania 30, mais bien avant. Alors avant, il y a eu d'autres moments importants, notamment celui-là, qui est le meilleur match de Daniel Bryan chez WWE jusqu'au numéro 3, WrestleMania 35. On arrive sur le podium et c'est 3 matchs que je mets à 5 stars. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis 5 stars à ce match. Je parle de Daniel Bryan contre Kofi Kingston. Je pense que beaucoup se sont arrêtés sur le fait que ce soit Kofi Kingston, au statut de Kofi Kingston. Kofi Kingston, c'est un mid-carder, donc par principe, on ne met pas de 5 stars à des mid-carders. J'ai vu ça, j'ai lu ça aussi. Je trouve ça con parce que si le match est parfait, le match est parfait. Et ce match-là est parfait. Le storytelling est parfait. Daniel Bryan est un conteur d'exception, mais d'exception. Le match a un rythme parfait pour l'histoire qu'il a raconté. T'as Daniel Bryan qui domine Kofi Kingston durant l'ensemble du match et t'as un peu cette sensation, ce sentiment où tu te dis putain, la marche est trop haute pour Kofi. Il va pas y arriver, la marche elle est trop haute. Et à chaque fois il revient, il réussit le contre, il reprend l'avantage. Tu te dis ah peut-être, mais à chaque fois Bryan le recontre et à chaque fois tu te redis ah non au final Kofi il y arrivera pas. Et les phases de contre de Daniel Bryan, il y a des gens qui l'ont trouvé répétitif, mais moi je trouvais ça superbe. Parce que Daniel Bryan avait l'avantage, il dominait Kingston, Kingston en revenait, il portait un contre, genre par exemple, Daniel Bryan faisait ses courses d'élan pour mettre ses dropkicks dans le coin. Et à un moment donné, Kingston, pour une course d'élan de Bryan, il va se jeter sur Bryan, il va lui mettre son double stomp sur la poitrine pour écraser au sol. Il va avoir un tombé, un kick-out de Bryan. Bryan va reprendre l'avantage et Kofi Kingston va retenter le même contre sur une course assez similaire. Sauf que Bryan va contrer le contre. Et ça, c'est super intéressant. Il va ramener Kingston. Il va se servir de la course de Kingston pour attraper sa jambe, rouler avec lui. C'est assez difficile à expliquer. Pour lui porter une soumission.
Et c'est plein de petits trucs comme ça, un peu comme Cena Bryan, hein, juste avant, les contres ont servi à donner du momentum à Kofi et en même temps à se dire il va jamais y arriver. De l'overbooking à la fin du match, qui est super parce que c'est Kingston qui va réussir à battre le monstre, même si après Biggie et Xavier vont rajouter la coche finale. Et juste après ça, on a un moment où un peu crève-cœur, où on voit Bryan porter son finish sur Kofi, on se dit c'est fini, finalement il y a une near fall de Kofi pour une énorme pop du public qui a parfaitement joué son rôle dans ce match. Et tout de suite derrière, Bryan qui perd pas de temps, qui est pas en manque de lucidité, qui porte sa soumission. Et là malheureusement on se dit ça y est c'est fini. Ils ont offert un kick-out de la mort à Kingston. Mais derrière on va nous faire un crève-cœur et au final non. Kingston va réussir à s'en sortir et à gagner le match derrière. Le public est fantastique. L'aftermatch avec ces gamins c'est superbe. J'étais pas spécialement pour au départ. La Coffee Mania, je me sentais pas spécialement concerné. Puis au fil du temps, je me suis laissé un peu avoir. Je me suis dit, bon, ok, il peut avoir son moment. Bon. Et puis vraiment, pendant le clip d'avant-match, les entrées, et pendant le déroulé du match, petit à petit, je me suis mis à me rallier à la cause de Kingston et à vouloir que Kingston gagne. Donc voilà, un super match. Ensuite, on a le numéro 2, le Andrade Cien Almas contre Gargano, Johnny Gargano à NXT TakeOver Philadelphie. Qui est sur le papier le main event le moins prestigieux quand même de NXT. Parce qu'avant, on a eu que des stars, hein, des Finn Balor, des Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, on a eu Bobby Roode aussi. Enfin, le moins prestigieux depuis Neville. Comment il s'appelait le frère de Wyatt là. Bodalas. On l'a eu en main event, ça, non? Je crois que c'est un des premiers takeovers, je crois. Bref. Deux créations d'NXT, mine de rien. Johnny Gargano, c'était un peu quelqu'un quand même dans le circuit indépendant, mais pour le grand public, c'était personne. Et puis Andrade, ça a été un formidable lutteur au Mexique, hein, la Sombra. Mais pour le public ricain, quand il est arrivé, j'ai pas eu l'impression qu'il était connu. Moi, je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu avant qu'il arrive à NXT. Enfin, si, je l'avais vu dans un Wrestle Kingdom, voilà. Mais c'est la seule fois où je l'avais vu. Mais j'avais l'impression que les spectateurs de NXT étaient un peu comme moi, les gens qui ne le connaissaient pas. Donc deux créations entre guillemets, hein, mais deux créations quand même. Ça m'a fait penser ça aussi au Cena Bryan. Pas dans le fait où il y a des contres pour amener l'outsider un peu plus haut à chaque fois, mais dans le sens où il y a toujours quelque chose à suivre, il n'y avait pas d'emplissage, il y avait toujours ce sentiment qui revenait de Gargano, le beau loser. Est-ce qu'il va réussir à franchir le pas pour devenir ce qu'il rêve d'être, ce que Kingston fera quelques années plus tard? Est-ce qu'à ce moment-là, Gargano va pouvoir réussir à arriver tout en haut? Et la réponse est non, mais c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai envie de dire. Parce que malgré les interventions de Zelina, qui va avoir une part assez importante à un moment donné, Gargano va s'accrocher, il va revenir, et on y croit de plus en plus, et on veut le voir gagner. Alors que avant, moi j'avais pas spécialement envie de le voir gagner quand il a eu son petit push à NXT qui a fait qu'il est devenu challenger. J'ai dit ok, ça va être une chouette affiche, pardon, mais j'avais pas spécialement envie de le voir gagner. Au début du match, j'ai pas spécialement envie de voir Gargano gagner, puis plus le match avance, plus je me rallie à sa cause, et ça m'a vraiment fait chier à la fin de pas le voir gagner, et ça m'a dégoûté. L'aftermatch aussi est superbe avec Ciampa qui revient, et qui le frappe avec sa béquille, donc c'était super, voilà. Et enfin, le meilleur match pour moi de la décennie, John Cena contre CM Punk à Money in the Bank 2011 pour le championnat WWE. Alors déjà, la feud est superbe et il y a toujours cette ambiguïté au niveau des commentateurs entre le est-ce que CM Punk est face ou est-ce qu'il l'est pas? Parce que John Cena c'est le gros babyface et CM Punk en opposition il était heel un peu avant et là avec sa pipe bomb il s'en est pris à WWE. Il s'en est pris à John Cena, il s'en est pris à The Rock.
Et c'est cette subtilité où on brise le quatrième mur et où les connaisseurs, entre guillemets, savent que Punk dit la vérité et se rallient à lui. Ils ont envie de changement. Que d'autres lutteurs aient leur chance également. Et c'était vraiment super. J'ai adoré aussi l'entrée. Enfin, les entrées, celle de Punk est formidable. Mais l'entrée de John Cena, je pense que c'est mon entrée préférée de John Cena. Qui arrive dans un chaudron et il sait qu'il va en baver. Il est dans une sale ambiance. Ça m'a fait penser oui, à l'entrée pendant le CM Punk Rob Van Dam à la ECW, où Cena lance son t-shirt dans la foule et il revient plusieurs fois. Et je pense qu'il aurait dû, peut-être qu'il n'a pas voulu trop chauffer la foule pour pas que ça se passe mal, hein, je pense pas qu'il y aurait eu d'incident. Mais en fait, il enlève son t-shirt et il le lance à quelqu'un qui est fan de lui. Il est un peu habillé pareil. Et il sait que le mec il va le garder. Un mec ou la meuf, je sais plus. Je crois que c'est un mec. Qui va garder son t-shirt alors que s'il avait lancé son t-shirt 99% ailleurs, c'est pas bien français ce que je viens de dire, mais bref, le t-shirt serait revenu, je pense. Et je pense qu'il aurait dû jouer là-dessus encore. Je pense qu'il aurait dû lancer son t-shirt à un endroit où il savait que le t-shirt allait revenir. Pour rajouter encore un petit peu plus. Il n'y avait pas spécialement besoin, mais je pense que ça aurait été cool comme moment. Et donc voilà, pour finir sur ce match, parce que j'ai une petite coupure. Voilà, le fait de lancer son t-shirt pour John Cena, ça aurait pu être cool. Donc, il y a beaucoup de gens qui mettent pas de 5 stars à ce match-là. J'entends. À cause de l'environnement où, en fait, ces gens disent que l'environnement fait qu'on gonfle la note pour atteindre les 5 stars et que sans cet environnement-là, ça serait pas 5 stars. Alors déjà, moi je dis que sans un bon environnement, bah, t'as jamais de 5 stars. Si la foule est pas dedans, etc., il n'y a pas de 5 stars. Hein. Le plus grand match de tous les temps, si tu mets dans une vieille salle des fêtes où il y a 30 personnes et que tout le monde s'en branle, bah, ce sera 2, 1 quart, 2 et demi peut-être. Parce que ce sera une bonne technique, ce sera une bonne psychologie, un bon storytelling, mais vu que tout le monde s'en branle, c'est difficile de taper une bonne note. Mais je suis d'accord dans le sens où est-ce qu'on surévalue pas trop le match, parce que tout le monde a un bon souvenir hein, de par exemple John Cena Rob Van Dam, j'en parlais juste avant lors de SCW. J'ai revu le match et ouais, l'ambiance est phénoménale, mais le match c'est 3 quoi. Et la foule porte le match hein, quand même. Parce que c'est quand même, alors c'est pas le même John Cena hein, évidemment, mais c'est un match qui est un peu surcoté je trouve. Le Cena Van Dam, il est superbe hein, avec l'ambiance etc. Mais on va se calmer un petit peu. Et alors le match est cool et tout, le Cena Punk, le storytelling est très bien. Avec le John Cena qui au départ essaie de calmer le jeu. Il prend Punk dans des headlocks, etc. pour essayer de faire en sorte que l'ambiance redescende, etc. pour pas enflammer le public. Parce qu'un Punk porté par un public en feu est beaucoup plus dangereux qu'un Punk sans un public en feu. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Et tout le match est bien construit pour amener une progression qui emmène le match de plus en plus loin. On franchit des paliers dans ce match-là. Et c'est quelque chose qui est bien fait, c'est pas fait de manière grossière. C'est construit, etc. Il y a des contres qui sont bien chouettes dans ce match. Et il y a un truc que les gens mettent contre ce match, c'est que le manque de précision ou les approximations dans le match. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés là-dessus ou qui en ont fait trop là-dessus. Moi je trouve que c'est pas si gênant que ça, et au contraire les gens se sont tellement focalisés là-dessus qu'ils ont raté, ou volontairement ou pas, je sais pas. Mais il y a des moments qui sont hyper chouettes. À un moment, t'as Cena qui contre Punk, qui se retrouve derrière lui, au sol, qui lui attrape le pied,
et qui lui met un coup d'épaule dans l'arrière du genou qui fait que la jambe de Punk se plie, donc il perd appui sur cette jambe et Cena tire la jambe de Punk pour l'envoyer au sol et lui porter son STF. Et c'est vraiment un moment qui est cool, tu vois, ça aurait pu être bateau, hein. Il lui attrape la jambe, il le tire et le mec tombe, mais non, il fait une construction quand même, il lui met un coup d'épaule dans le genou pour qu'il perde l'équilibre ou qu'il perde l'appui juste pour pouvoir tirer la jambe. Et il y a des petits détails comme ça où les gens se sont pas attardés sur les moments positifs comme ça, mais se sont vachement attardés sur les petites approximations de Punk, etc., qui on sait est pas le mec le plus précis, le plus dynamique de l'histoire, hein. Et tous ces moments-là mènent à la fin à des kick-outs de finish qui ont été bien amenés, notamment CM Punk qui se dégage. On peut se dire que porté par la foule, il y a eu un petit boost, un gain d'énergie qui a fait qu'il a levé l'épaule, ce qui ne serait peut-être pas arrivé dans une autre ville. Tu vois, c'est ce genre de moment qui, grâce à la foule, est bonifié. Et voilà. C'est un match qui a été bien construit pour moi, superbe. L'aftermatch est génial. Après, il y a Alors, il y a plein de manières de noter les matchs, il y a plein de manières de noter les combats. Moi, je divise ça en deux catégories et ensuite il y a des sous-catégories. Il y a ceux qui notent le match en tant que tel, de cloche à cloche, et il y a ceux qui notent les matchs en termes de temps d'antenne. Moi, je suis plus dans cette catégorie-là, je note le temps d'antenne alloué. Je parle pas des clips d'avant-match, mais je parle de l'entrée des lutteurs. Je parle du match, et dans le match, s'il y a des éléments qui font référence à ce qui s'est passé avant leur feud ou les matchs antérieurs, mais je prends ça en compte, forcément. C'est des rappels, c'est important. Et l'après-match, s'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, une promo ou un événement, un turn, mais forcément, vu que je prends le temps d'antenne, je booste un peu la note, je rajoute un petit truc. Si c'est nul à chier ce qui se passe dans l'après-match ou quoi, ben je dévalue pas la note, je pense que ça m'est jamais arrivé de faire ça. Mais quand t'as un truc comme ça, ouais. Alors après, si je dois noter ce match-là de cloche à cloche, je mets 4,5. Mais franchement, dans le contexte, l'ambiance, l'avant-match, l'après-match, franchement, c'est 5. C'est 5. Ça aurait pu être encore mieux, je pense. Avec des petits détails, Cena qui lance son t-shirt dans le public, qui revient. Peut-être une mise en scène un peu mieux, même si elle est excellente, à la fin du match. Enfin, à l'après-match avec Vince McMahon, etc. Genre un plan où l'arbitre, il va chercher la ceinture extérieure. Là, en fait, il est dégoûté parce que l'arbitre, il aime WWE, mais il sait que Punk il va se barrer avec la ceinture. Donc il va pas donner la ceinture à Punk. Il laisse la ceinture sur le tablier, l'arbitre se barre. Et Punk, il doit aller chercher la ceinture aux abords du ring. Alors il est dans le ring, il se penche pour attraper la ceinture. Et t'as McMahon qui vient tenir la ceinture dans un dernier élan de désespoir, il essaie de retenir la ceinture. Et Punk, ça le fait marrer en face. Lui aussi, il tire la ceinture, il tire. Et voilà, McMahon, il est obligé de lâcher la ceinture parce qu'il est moins fort que Punk. Et ça vous vaincu métaphoriquement, encore une fois. Donc voilà, c'est le truc qui aurait pu permettre à mettre encore un peu plus. Donc voilà, je vais vous laisser parce que la vidéo est hyper longue. Donc mettez-moi en commentaire des matchs ce que vous pensez du top 20, du top 10, notamment du top 10, où j'ai un peu plus détaillé les matchs. Si vous pensez que j'ai fait des oublis, moi j'ai tous vu, mais c'est mon truc. Si vous voyez d'autres matchs qui pour vous devraient intégrer un top 10, un top 5, un podium, n'hésitez pas à les mettre. Commentez pour des matchs auxquels vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez que c'est un peu surnoté certaines choses. Je suis prêt à discuter, pas de soucis. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous tout le monde.